Alors juste de notre côté, on va parler de la qualité chez United Credit. Et donc je vais vous en présenter une partie, et également Mimoun de mon équipe, qui est un ingénieur qualité. En fait, l'objectif, ça va être de vous donner les grandes lignes de qu'est-ce que c'est que United, qu'est-ce que c'est que l'équipe tech chez United, la QA dans l'équipe tech, et puis de vous expliquer nos méthodologies, nos problématiques, nos outils, et quelques mots sur la communauté QA. Alors, United, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on est une start-up dans la fintech. Bon, c'est un grand mot. En gros, on est le leader du prêt aux particuliers en Europe. Et United, eh ben, c'est aussi l'histoire de Charles, le fondateur. Le premier fondateur qui s'entendait très très bien avec sa banque, mais un jour il s'est aperçu qu'en fait il avait pris un crédit revolving et il s'était dit qu'il s'était fait bien arnaquer. Et là, il s'est lancé comme défi de rendre le système bancaire plus transparent et plus simple. Et à partir de là, il s'est entouré de 2 autres fondateurs et pendant 2 ans, il a travaillé pour obtenir l'agrément d'être un établissement de crédit. Et avec cet agrément, du coup, ça lui a permis de lancer effectivement une plateforme de crédit à la consommation pour les particuliers à mettre directement en lien avec les investisseurs. Pas besoin de passer par une banque, on n'est pas une banque. United maintenant, c'est 4 sites emprunteurs, France, Espagne, Portugal, Italie, et c'est une croissance continue de financement de crédit depuis 2011, et en fait on est 230 maintenant en Europe, 150 en France, donc on grandit très vite. Notre promesse client, c'est en 24 heures, vous savez si votre crédit est accepté ou refusé. Et tout est entièrement digital, c'est hyper simple, dématérialisé. Et donc actuellement, on a 100 000 clients et 600 000 investisseurs. Notre activité se découpe en plusieurs domaines. Et pour voir les domaines, en fait, c'est le parcours de la vie d'une demande de crédit. Donc en gros, le client arrive sur notre site, et au début, c'est juste un utilisateur qui tombe sur le site, et qui va donner toutes les informations dans le formulaire. Et à partir de là, on va le convertir en prospect. Ensuite, on va avoir besoin de lui demander des documents. On passe à l'étape de complétion de documents. Tous ces documents vont nous permettre de prendre la décision. Et on passe à l'étape 3, la prise de décision. C'est notre cœur de métier, c'est de décider si on octroie ou pas le crédit. Et on passe ensuite à l'étape de finance, où on va financer le crédit. Toute cette découpe de nos domaines d'activité, on s'est dit, on va, pour être au plus fort du business, au plus près, on va s'adapter complètement à ce domaine d'activité et on va s'organiser en telle sorte. Du coup, on a créé des units, ça s'appelle chez United. Tout est unit, tout commence par U. En gros, c'est une feature team qui est pluridisciplinaire, qui est autonome et de taille réduite. Et dedans, on retrouve le business, on retrouve le produit, on retrouve entre 3 et 5 développeurs. On essaye d'avoir des équipes qui n'ont pas plus de 5 développeurs. Dedans, il y a un lead dev et un ingénieur QA. La tech, côté tech, notre architecture, elle est basée sur des microservices, le plus possible. On en a 150. On a plusieurs couches d'API, donc on retrouve les domaines pour les API privées dont on vient de parler. Et au-dessus, on a des API publiques dans lesquelles on expose à nos partenaires, parce qu'on travaille avec beaucoup de partenaires, donc on expose des web services. En termes de pratique, on fait du Scrum et du Kanban. On a des feature teams, on en a 7. On a 40 devs au total dans la tech, donc qui sont découpés dans les feature teams. On a 7 ingénieurs qualité, donc qui conviennent aux feature teams, un par équipe. Et on fait du BDD pour automatiser les tests. Autre point important, on fait des MEP au fil de l'eau, au quotidien. Et en termes de volumétrie, ça donne une 12aine par jour. Maintenant, qu'est-ce que fait l'ingénieur QA plus précisément dans la feature team? Et je vais laisser Mimoun donner plus de détails. Ok, très bien. Bonsoir à tous. Je m'appelle Mimoun Kissi, je suis ingénieur QA. Donc, je suis intégré dans une feature team
qui exporte le logiciel sur l'international. Donc ma fonction première, c'est d'être le coach qualité dans ma feature team. Donc c'est vraiment de répandre les bonnes pratiques au sein des feature teams, au sein de ma feature team. Et du coup, c'est d'être le garant de la qualité. Donc comment on va se définir le garant de cette qualité? Donc je vais vraiment être présent au niveau de l'élaboration des user stories. Donc je vais importer mon point de vue connaissance test pour estimer l'effort au niveau de l'écriture des spécifications. Donc derrière, je vais mettre en place une stratégie. Donc je vais mettre en place ma stratégie. Donc ma stratégie, je vais la définir en fonction de la user story. Donc soit je vais automatiser, soit je vais décider de tester manuellement. Et donc voilà, mon objectif premier, c'est vraiment de mettre en place des outils qui vont garantir la qualité de la MEP de la user story. Donc là, on vous présente un petit peu notre flow de mise en production sur une user story, donc vu par un ingénieur qualité chez United Credit. Donc nous, on intervient vraiment dès l'élaboration de la spécification. Donc on va vraiment discuter avec le product owner et le lead dev pour voir jusqu'à quel point on peut aller niveau test et si les tests ils sont vraiment complets. Et du coup, en fait, dès l'élaboration de la spécification, en fait, avec le lead dev, on va s'accorder pour faire des BDD. Donc dès cette élaboration, soit on va écrire des jeux de données, des tests classiques, soit on va écrire vraiment du Gherkin avec vraiment le scénario outline et les différents exemples qui vont être réutilisés pour les tests unitaires. Donc ça va permettre aux développeurs d'avoir vraiment une bonne couverture de tests et nous, en tant que QA, d'avoir vraiment un suivi des tests qui ont été faits au niveau de l'API, donc unitairement. Une fois que les tests ont été faits, nous, sur la partie dev, mis à part avoir fourni les tests BDD, le dev, lui, va faire ses tests unitaires, ses tests d'intégration, il va pousser sur un environnement de QA. Donc on va faire nos premiers tests de la feature et les tests de non-régression. Et en fait, ces tests de non-régression, on les adapte par rapport à une analyse de risque. On ne va pas tout tester, on ne va pas faire le formulaire de bout en bout, on va vraiment adapter nos tests de régression par rapport à une analyse de risque qui a été faite avec l'équipe de développement dès l'élaboration de la spécification. Une fois que tout a été testé, tout a été bon, on demande au dev de pousser, de déployer sur l'environnement de PT. Donc l'environnement de pré-production, c'est vraiment un clone de la production. Et donc derrière, on refait les mêmes tests donc de la feature et de non-régression. Et en fonction de la criticité de la user story, si c'est quelque chose vraiment de trivial, on va le pousser directement, on va demander à ce que ça soit poussé, déployé directement en prod. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez United Credit, le déploiement en prod se fait pas par les QA mais par les développeurs. Donc ça permet de garantir vraiment s'il n'y a pas d'impact avec d'autres équipes, si on n'a pas d'autres user stories qui sont embarquées alors qu'elles ne devraient pas être embarquées. Et donc s'il s'agit de quelque chose de critique, on va vraiment discuter avec le product owner et le dev pour savoir si on est en production ou pas. Mais à cette étape-là, c'est vraiment le QA qui impose son go de mise en production ou pas. Et pour la production, on évite un maximum de faire des tests en production. Donc on utilise vraiment des métriques pour faire du monitoring. Donc nous, en tant que QA, on a mis en place des outils d'automatisation pour pouvoir vérifier un maximum des dysfonctionnements qui pourraient apparaître en prod. Donc on évite vraiment de faire des tests en production parce que ça a un impact vraiment sur le business. Parce que par exemple, tous nos appels qu'on fait au Crédit Bureau, à la Banque de France, etc., nous on les paye. Et donc si je dis des bêtises, on lance des tests d'automatisation, 1000 tests par jour. Un appel à la Banque de France, c'est 5 €, ça fait 5 000 € par jour. Donc c'est assez conséquent niveau paiement. Et donc, pour vous décrire un petit peu les outils qu'on utilise niveau test, donc nous, les développements se font en C#, donc on utilise simplement .NET. Niveau automatisation, c'est du Selenium WebDriver pour faire tous les tests niveau front. Donc on est vraiment en méthodologie BDD, donc pour pouvoir parser le mode Gherkin, on utilise le framework SpecFlow. Donc derrière, ça nous permet derrière de réutiliser ce qu'on a écrit en termes de tests au niveau de l'élaboration du ticket et de le réutiliser derrière au niveau de l'automatisation. Et derrière aussi, ça nous permet de faire un petit peu de la documentation living. Avec SpecFlow, on va faire de la génération de cas tests et c'est beaucoup plus simple. Et là, très récemment, on utilise un outil Makeball pour faire de l'intelligence artificielle.
Donc pour consolider nos smoke tests, on utilise Maple qui est un IDE, qui est vraiment c'est l'équivalent de Selenium IDE, mais qui est beaucoup plus poussé. Il permet de calculer les temps de réponse des différentes API. Il permet de vérifier si il y a des éléments qui sont apparus ou qui ont disparu. Et ça permet aussi d'envoyer sur Slack, ça envoie des mails, ça permet d'envoyer des alertes. C'est vraiment très intéressant. On est encore en phase d'évaluation sur cet outil. Et derrière, on verra si on continue à travailler avec. Et donc pour tout ce qui est test web service en fonction des feature teams, on utilise soit Postman. Et derrière, pour faire toute l'automatisation, vu qu'on fait beaucoup d'appels web service avec différents partenaires, et qu'on veut automatiser ces différents appels, on utiliserait Sharp. Et donc derrière, pour faire toute notre gestion de tickets test, c'est Test Manager. Pour tout ce qui est projet de transverse, on a nos test plans qui est répertorié dans Test Manager. Et pour la gestion de tickets entre les différents membres de l'équipe, c'est VSDS. Et pour faire notre gestion de log, on utilise Kibana et AppInsight. AppInsight, c'est un outil de Microsoft Azure. Et donc là, je laisse la parole à Agnès pour vous présenter la communauté. Donc du coup, en fait, comme on vous disait, notre organisation, c'est qu'il y a un ingénieur qualité par unit. Et ça fonctionne super bien. Donc l'ingénieur qualité il est super bien intégré dans son équipe, c'est très fluide, on est très efficace, ça cartonne. En revanche, l'inconvénient, ou du moins le risque de cette organisation-là, c'est que c'est dur de parler entre nous, c'est dur d'échanger des informations, c'est dur dès qu'on fait du transverse. Là, ça devient compliqué. Donc, comment on adresse le point ici chez United, c'est que déjà, on tient vraiment à avoir une communauté qualité qui existe et qui est réelle et qui a du temps dédié. Donc on a vraiment du temps dédié, on a une demi-journée par semaine. Bon, c'est déjà ça. Cette demi-journée par semaine où on n'a pas le droit d'être dérangé par les devs pour faire des maps urgentes, déjà, on est content, franchement. Donc, et dans ce temps dédié, ce qu'on fait, la première chose, c'est que déjà, on communique entre nous en transverse. Pourquoi pour tous les projets importants qui impliquent plusieurs units. Et également, pour se prévenir toutes les semaines de tous les sujets critiques, sensibles, qui vont impacter une unit par rapport à une autre. On fait évidemment également des rétros dédiés QA pour s'améliorer. Deuxièmement, on s'est aperçu que justement, suite à cet ingénieur qualité qui est dans sa unit, on s'est aperçu que chacun sait automatiser. Chacun a une expérience, chacun a des connaissances et ça fonctionne bien. Mais en revanche, quand on veut avoir un framework automatisé avec une solution centralisée où on sait exactement ce qu'on veut tous ensemble, on le décide et on a une méthodologie pour travailler ensemble, ça c'est un autre step. Et du coup, on a construit dans ce temps dédié, on a construit des ateliers exprès d'automatisation. Notamment en fait Raphaël qui est là dans la salle. Raphaël qui a animé notre précédent meet-up qui était sur l'automatisation en BDD. Du coup, il nous a construit des ateliers, on va dire, sur mesure pour nous former, pour définir en fait ensemble un niveau. Voilà, on a plusieurs niveaux et on sait qu'on veut que toute la QA soit au niveau 1, c'est-à-dire pouvoir lancer les tests, on sait où ils sont, pouvoir les maintenir. Voilà, ça c'est le niveau 1. Après, on va aller plus loin. Et voilà, on prend ce temps-là pour se former et on veut continuer. Troisièmement, également, du coup, chaque ingénieur qualité, il a des bonnes pratiques dans son équipe. Est-ce que tu crées des bugs? Comment tu les écris? Est-ce que voilà. Et du coup, notre but, ça a été de formaliser tout ce qu'on pense être bien. Et surtout, le but, c'est de faire bénéficier ce qui est bien dans une équipe pour faire bénéficier à ce qui n'est pas très bien dans une autre équipe. Et de fédérer tout ça et d'apporter de la valeur en transverse. Mais on voit la communauté QA chez United, ok, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, on va aller plus loin, et nous, ce qu'on veut, c'est plutôt participer encore plus à la communauté QA, au global en fait, inter-entreprise. Et du coup, on a commencé à organiser des Open BBL. En gros, en fait, on prend un sujet, la dernière fois c'était sur le user testing, c'était hyper intéressant, et du coup, en fonction des places disponibles, comme c'est chez nous, on prévient des personnes qu'on connaît dans les autres QA, et puis dans les autres entreprises, et puis du coup, ça permet de bénéficier des sujets, et puis d'échanger aussi sur chaque sujet.
On aime bien faire des sharing sessions, donc là c'est également la QA de notre entreprise et on prend du temps ensemble, donc soit chez nous, soit chez l'autre entreprise et on se dit qu'est-ce qui marche bien, les outils, les bonnes pratiques, la méthode et du coup ça permet d'être plus poussé et d'aller vraiment plus en profondeur sur les différents sujets. Et on organise des meet-ups, donc comme je vous disais, du coup c'est notre deuxième et le précédent c'était sur le BDD. Voilà, le petit message, on recrute. Hein. Donc, on cherche des ingénieurs QA. Alors nous, le type de profil qu'on cherche, c'est vraiment quelqu'un qui connaît bien le métier, qui est vraiment qualité, qui connaît le fonctionnel, qui connaît ce que c'est qu'un bug et qui les cherche. Mais aussi un bon socle technique pour être capable de discuter avec nos devs qui ont un sacrément bon niveau, d'automatiser. Mais notre priorité, c'est avant tout, je connais bien mon métier qualité. Donc c'est un peu les profils fonctionnels et techniques. Et puis on est en train de réfléchir également à un poste d'architecte qualité. Donc en gros, pour prendre plus d'envergure, pour aller faire des tests de sécurité, prendre des tests de charge, des tests de performance, des tests de robustesse, tout ce périmètre-là. Et également pour nous apporter encore plus de vision sur l'automatisation. Voilà, donc ça c'est en discussion. Merci à vous. Et du coup, on passe à une petite session de questions-réponses. Donc l'équipe, si vous voulez, je trouve ça sympa si vous voulez venir avec moi. Comme ça au moins, vous présentez. Donc il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu venir ce soir, mais Tim, si tu veux nous rejoindre. En fait, Tim va bientôt nous rejoindre. Donc voilà, je vous présente Tim, Amine, Zineb, Raphaël et Léo. Donc si vous avez des questions. Juste pour info, pour les user testing, si vous voulez des questions ou même organiser un BDL, c'est Thibaut Rojon qui s'occupe de ça. C'est gentil. Il nous a fait un super BDL sur les user testing, donc si vous voulez vous rapprocher, si vous voulez avoir des contacts, allez le voir à la fin du cours. Voilà. Ouais, du coup, il me semble avoir vu sur une diapo que vous faisiez 12 mises en prod par jour. Ouais. En moyenne. C'est à la mano. Ouais, les mises en prod, c'est lancé via Octopus à la mano. D'accord. Ouais, c'est pas elles sont pas automatisées. Ouais. D'accord, vous n'êtes pas en intégration. Non. Okay. Du coup, c'est un beau score. On est en moyenne, ouais. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des mises en prod, des fois, c'est juste une modification d'un champ dans le formulaire. Voilà, c'est relatif. Juste pour expliquer, en fait, on a intégration continue, mais on part en déploiement continu. Ouais. Donc c'est une question d'environnement. Ouais. Dans l'intégration, dans l'environnement d'intégration. Et même pour les petites modifs bug fix rapido, vous refaites passer les tests avant de mettre en prod. C'est ça. Okay. Et du coup, il y a une MEP à chaque fois. Oui, mais du coup, en fait, c'est le fait d'être en microservice qui nous permet de pouvoir en effet indépendamment des autres équipes. Et on essaye de, nous, côté qualité, comme je vous dis, on essaye de fédérer tout le monde pour qu'ils feature flag leur développement. Et du coup, ça permet de ne pas bloquer les autres équipes. Et nous, même si le dev de leur côté il bug, ça ne nous empêche pas de développer de pousser en prod notre feature. Comment vous faites les tests de bout en bout et comment vous analysez l'impact d'un microservice dans les 150 sur 2, 3, 4 microservices cascade? En fait, on a un premier élément de réponse. En fait, il y a Universalis, qui est un outil qui a été développé par nos devs, qui permet justement de connaître c'est une cartographie en fait de chaque microservice. Donc ça, c'est hyper utile et c'est indispensable. Mais on s'est aperçu que ça ne suffit pas dans certains cas parce que quelque part, côté business, la dépendance, elle n'est pas évidente. Et du coup, on s'est aperçu que malheureusement, dans la vraie vie, on a quand même des impacts. Et du coup, on est en train de construire justement une carte de risque en se disant, voilà, j'ai tous mes composants et je dessine mes impacts, je les connais. Et on va enrichir ça avec les incidents, tout simplement. La vraie vie, ok, on a eu tel problème, donc est-ce que c'est bien sur la map tel qu'on l'a vu? Est-ce que
En fait, aujourd'hui, dans nos tickets, quand on essaie par exemple de vérifier quelque chose, on rajoute un élément qui s'appelle Risk Analysis. Ça nous permet de déterminer toutes les API qui sont touchées par le développement en question. Et c'est ce qui va nous guider dans la non-régression qu'on va faire. C'est vrai que des fois, on tombe sur une non-règle qui est assez volumineuse. Et du coup, on fait participer toute l'équipe à la non-régression. Le travail d'analyse de risque, on le fait avec l'outil universalisme, mais aussi avec les retours d'expérience qu'on a sur les anciens incidents. Moi, c'est une question d'un ordre pas technique, parce que je suis technique. C'est comment est-ce que vous gérez la pression quand la livraison est imminente et qu'on nous dit systématiquement ce qui arrive toujours, bah, on saute ces tests-là parce que voilà, on livre tout de suite. C'est là où on rentre en compte, où on est là, on impose le no-go en disant moi j'ai pas fait les tests. En fait, on a un niveau de criticité en disant voilà, si on met, bah, là il y a un code rouge, il va risquer d'y avoir de gros problèmes en prod, et du coup, ce qui dit problème, vu qu'on est dans un domaine financier, dit grosse perte d'argent. Donc tout de suite, le business, quand il entend perte d'argent, il dit ouais, d'accord. En tout cas, nous, sincèrement, ça marche très bien. Après, Sam, il pourra en parler quand on était chez l'Autisme. Par exemple, ça, on me disait de m'épée, j'avais pas mon mot à dire. Mais ici, ça marche très bien. Généralement, on essaie de suivre, on a quand même un process en place, on essaie de le suivre. Pas de mettre le vendredi, pas de mettre après 17h, on essaye. C'est vrai qu'on a la pression du business qui nous dit cette future-là est très importante et il faut la mettre maintenant, mais quand on dit non, c'est non. Et justement, pour intéressant, quand je suis arrivée, ça faisait un mois que j'étais, non, même pas 2 semaines, et on a eu le cas justement où une personne de la a dit non, il faut pas arrêter. Et en fait, comme j'ai une dit, ça se passe bien, ça c'est fluide, il y a eu quand même le business qui a dit si, quoi. Et là, ok, on s'en est mordu les doigts, mais pendant, franchement, pendant un mois. C'était le CIO qui a dit BP. Ouais. Et du coup, et pendant un mois, il a fallu expliquer pour d'où vient le problème, et c'était l'horreur, quoi. Et du coup, c'est là quand même que c'est intervenu par notre CTO de dire non, mais c'est une décision collégiale, le go. Donc il faut la CA, mais il faut aussi les autres éléments de l'équipe. Et à partir de ce moment-là, ça nous a permis de faire le process et de dessiner. Donc, j'ai une petite question. Pour revenir un peu au test bouton, vous avez utilisé en limite, un peu en dépendance. Et donc, à quel moment se font les tests vraiment bouton, c'est-à-dire l'ensemble des limites, et là vous avez une sorte d'équipe, vous avez master, user story, c'est quel type qui en est responsable et comment ça se passe? Voilà, très bonne question. En fait, c'est notre problématique actuelle. C'est pour ça qu'on essaye de travailler vraiment en communauté. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, on a une partie conversion, une partie transfo, une partie complétion et finance. Et en fait, il y a des tests bout en bout. C'est des faux tests bout en bout, parce qu'il sera bout en bout de la partie conversion, bout en bout de la partie transfo, mais il n'y a pas toute la chaîne qui est complète. Et donc, notre objectif, c'est de créer un framework qui fait toute la chaîne complète. À ce jour, elle n'est pas faite. en automatisation. En fait, elle est automatisée, mais indépendamment. On essaye d'avoir un vrai parcours. En fait, il y a 4 solutions qui fonctionnent dans chaque team. Et du coup, notre objectif, c'est de créer une solution commune par pays et qui fasse le test vraiment bout en bout automatisé. En fait, c'est juste une histoire d'assemblage et il y a tout qui est fait indépendamment. Et en fait, le temps fait que, et vu qu'aussi l'organisation fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas le traiter d'un coup. Donc en fait, il faut se poser en termes de communauté et le faire petit à petit. Mais vous n'avez pas eu de dizaines de gens là? Je comprends que le business teste pareil pour s'assurer que voilà, j'arrive à faire de A à Z. Maintenant, il va tester sa partie en fait. Et comme c'est des gros domaines, il se garantit que, mon premier domaine de conversion ou de finance, je suis expert finance, il y a une vraie valeur ajoutée, du coup, je suis rassurée. Je comprends, et sur cette partie, forcément, vous avez le versionning, comment vous gérez? Parce que comment vous assurez que vous testez une version qui va être compatible avec la version suivante de votre outil? En fait, c'est le fait qu'on soit en microservice qui fait qu'il n'y a pas de gestion de dépendance de versionning entre les différentes équipes. Du coup, il peut y avoir des sauts de version entre différentes équipes qui fait qu'avec l'ancienne version, la nouvelle version d'une autre équipe va fonctionner.
Et donc nous, de notre côté, en fait, comme disait Agnès, nous, on va se garantir, dans chaque team, on va se garantir que sa version fonctionne. Et c'est tout. Vous avez des contrats de service entre les deux units? Pardon? Vous avez des contrats de service entre les deux units? Ouais. Moi j'ai une question, je ne connais pas le produit, mais j'imagine qu'il est disponible et sur desktop et sur mobile. Oui. Comment vous adressez ce sujet? Alors, les différents devices, les différentes versions, les différents navigateurs? tout à fait. En fait, déjà on n'a pas d'app pour l'instant. Donc on a 4 sites desktop, 4 sites mobiles. Et du coup, alors, en fait, on on s'est fait un inventaire de vrais devices physiques qu'on a sélectionnés, voilà, les plus représentatifs en partant de nos clients pour regarder les plus utilisés par nos clients. Donc on a toutes ces stats, on a fait ça et en plus on complète avec BrowserStack parce que il y en a, ça sert à rien d'acheter tel device et on complète ça. En fait, on a pris des licences et pour l'instant ça nous suffit largement parce que finalement, en fait, côté front, on a le formulaire et on a la partie complétion de documents. Tout le reste, finalement, c'est notre back-office qui est très utile pour octroyer les crédits, mais ça marche sur un navigateur, c'est pas grave. Et puis tout ce qui est finance, alors là, c'est encore C'est du back-office. Donc ça c'est plutôt pour les tests manuels et pour les tests automatisés. On utilise Appium via BrowserStack et en fait on est en phase de conception dessus. Donc on commence à utiliser. En fait, vu qu'on a déjà nos tests qui sont en BDD, on peut les réutiliser via Appium. Et donc on a juste les conteneurs à remplir en mettant les bonnes versions le bon device, les bonnes versions qu'on veut, et après ça va tout seul. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore. Ils sont pas super automatisés. En fait, la chose c'est en fait on n'a pas en application mobile. Donc Appium c'est très bien pour l'application mobile, mais c'est pour le site mobile. Donc la question c'est on va vraiment investir dans un framework pour le vrai device si on n'a pas une application mobile. Donc c'est vraiment un choix à prendre entre les deux. Donc pour nous, pour le court terme, on a juste fait le test mobile sur le desktop, mais l'écran adapté. Et la prochaine étape c'est vraiment de faire le test avec Appium directement. Et pour l'instant en fait ça marche très bien parce que enfin c'est un site web. Le seul problème, c'est de tester avec plusieurs browsers, par exemple le browser Samsung. Donc pour ça, il faut vraiment tester avec mon frère device. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous testez sur tous les devices, pour les tests manuels, on parle Pour ceux qui sont les plus importants. En fait, en gros, on maîtrise le risque et on se dit, bon, ça fait partie de la stratégie. Ouais, ça fait partie de la stratégie, tout à fait. On ne va pas tout faire parce que c'est pas possible. Oui, ça dépend vraiment de fonctionnalité que l'on sort. Si on pense que c'est quelque chose qui est vraiment lié au browser, par exemple, au device, oui, on peut faire le test avec plusieurs devices, mais si c'est un changement qui est vraiment universel, on n'a pas besoin. Vous avez combien de tests automatisés? Combien? C'est une bonne question, juste. En fait, on a le test qui on lance régulièrement et le test qui on lance pas très régulièrement. Donc, entre le 4 pays et sur la version de notre site mobile et desktop, je pense qu'on a au moins presque 1000 4 tests scénarios tous en BDD qui sont automatisés. Ça, c'est pour toute l'équipe de version en complétion. Est-ce qu'ils sont intégrés à l'application? Est-ce qu'ils sont inclus dans l'application? En fait, ça dépend. Par exemple, on a le test pour le UI et on a le test web service. Donc, déjà, on a tout notre script, c'est dans Git, c'est dans le cloud. Pour lancer régulièrement, donc ça veut dire chaque fois elle est en modif, on peut lancer automatiquement avec VSTS, l'écosystème Microsoft. Et donc, pour le web service, pour le smoke test, on utilise le web service. Donc, pourquoi? Parce que le web service sont le plus stable en gros. Donc, c'est juste pour tester que ça fonctionne dans notre chaîne pour le produit.
Bon, du coup, on va arrêter les questions parce qu'on va passer à la suite. Et en revanche, on pourra complètement continuer à échanger après. Merci à vous.